Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc, nous accueillons ce soir Bernard Brunto, professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes, historien de formation, qui a publié sur plusieurs types d'objets. D'abord toute une série de livres sur la question du totalitarisme, à la fois sur les origines de la notion, puis ensuite sur les utilisations qui en ont été faites, notamment dans le champ de l'histoire, mais pas seulement. Et aussi beaucoup de travaux évidemment consacrés à l'Europe. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a eu, si je remonte quelques années en arrière, l'histoire de l'unification européenne. Il y a eu les deux volumes sur l'histoire de l'idée européenne par les textes. Le premier volume sur le premier XXe siècle et le second volume sur le second XXe siècle. Il y en a eu d'autres, un peu sur l'Europe hitlérienne également. Oui. Et puis, plus récemment, l'ouvrage sur les collabos français de Noël. Voilà, c'est ça. Et donc, assez logiquement, d'une certaine manière, en ayant travaillé sur la question des droites radicales, y compris dans les années 30, et la question du totalitarisme d'un côté, et en ayant travaillé de l'autre sur la question européenne, les deux pouvaient se croiser, évidemment, sous le thème générique qu'on appellerait aujourd'hui celui du populisme, et je vais mettre beaucoup de guillemets à cette notion-là que tu évites un petit peu. Et le dernier livre donc, de Bernard croise ces deux-là, Combattre l'Europe, de Lénine à Marine Le Pen, au Scénariste Éditions, c'est sorti en mars 2018 de cette année. Et donc l'objet est finalement de partir des situations de résistance à l'Europe aujourd'hui, en les situant dans un temps long et en montrant comment différents clivages se sont construits et sédimentés les uns sur les autres. Je vais te laisser expliquer ça. Je te remercie vivement d'avoir accepté cette invitation de sortir là. C'est un vrai plaisir. On se connaît depuis longtemps, hein, quelques-uns dans cette salle, pour plein de raisons. Et puis, un peu la règle du jeu, tu prends le temps que tu veux, ensuite on prend le temps d'ouvrir une discussion là-dessus. Ok ? Très bien. Tu veux que je le tienne ou... Oui, bon, on peut l'approcher. Là. Voilà. Eh bien, merci à la chère TEN Europa de m'inviter, et bien sûr à toi aussi, sur un sujet qui affecte effectivement le télos et le nomos, c'est-à-dire le sens et puis le principe organisateur de l'Europe. Et c'est vrai que l'actualité se prête à notre réflexion, et je partirai d'un ouvrage récent que je trouve brillantissime et que tu as peut-être commencé à lire, du politologue bulgare Ivan Krastev, Le destin de l'Europe, et que je vous engage tous ici à parcourir, et qui parle d'une sensation de déjà-vu à propos de la crise de l'Union européenne. Et en bon intellectuel de l'Europe de l'Est, il fait référence à la disparition de l'Empire austro-hongrois, à l'implosion de l'Union soviétique et à la disparition de la République fédérale de Yougoslavie. Donc pour introduire en fait son ouvrage en disant que la fin de l'Union européenne devient quelque chose de pensable et non plus quelque chose de dystopique, si vous voulez. Hein. Et je dirais que le clivage entre Européens et anti-Européens est entretenu par les protagonistes eux-mêmes. Hein. On a vu récemment les mots croisés entre Macron et Viktor Orban, par exemple, hein, qui parlaient d'un clivage entre progressistes et nationalistes, entre fédéralistes et nationalistes. Et donc je crois que cela nous pousse à prendre en considération justement l'autre face de la construction européenne, en faisant retour justement sur les origines, sur les développements, les ressorts du sentiment anti-européen, des résistances, des oppositions, du sentiment de l'anti-européisme, de l'euroscepticisme. Vous savez qu'il y a une multitude de termes, on essaiera peut-être à un moment de les clarifier. Donc il s'agira ici d'identifier des traditions d'opposition à l'Europe qui pèsent toujours, à mes yeux, sur les attitudes et les comportements d'aujourd'hui, qui nourrissent des clivages, nous allons le voir, et qui oriente aussi des stratégies. Alors, c'est un livre, je dis quelques mots de ce livre, que j'avais commencé en 2009, en fait, à l'occasion des élections européennes
de 2009, et en y réfléchissant à l'occasion d'ailleurs d'un colloque où Michel Catala se trouvait à Paris sur l'identité européenne depuis les traités de Rome, et donc c'est un moment où je réfléchis à cet ouvrage, que j'ai continué, arrêté, je fais diverses choses, repris au fur et à mesure de l'actualité de la construction européenne. Et j'avais dit que je mettrais un point final à ce travail d'écriture au lendemain du vote britannique de juin 2016, quel que soit le résultat. Le résultat, vous le connaissez, et donc je trouvais que c'était un bon point final. Donc le livre était globalement fini fin 2016. J'ai ajouté 2-3 petites choses en 2017, puisque l'éditeur ne pouvait le faire publier qu'au printemps 2018. Donc c'est une étude sur la longue durée, depuis le début du XXe siècle, en montrant la permanence des argumentaires, mais aussi dans le but de relativiser le caractère inédit, justement, de certains des argumentaires d'aujourd'hui, des oppositions récentes d'aujourd'hui. Et puis aussi, dernière ambition de cet ouvrage, c'était de sortir du schéma très séquencé qui a eu force de loi longtemps, entre, disons, l'idée qu'il y a eu un consensus permissif autour de l'Europe, en gros jusqu'en 1992, jusqu'au traité de Maastricht, et ensuite qu'on avait l'irruption d'un euroscepticisme de plus en plus bruyant, et qu'il y aurait donc deux moments dans l'histoire de la construction européenne. Non, il y a une permanence de la conflictualité autour de l'idée, puis de la construction européenne. C'est ce que ce livre avait l'ambition de montrer, mais un grand récit, je dirais d'ordre fédéraliste avec beaucoup de guillemets, a entretenu cette idée du consensus permissif qui n'était pas toujours vrai. Alors, premier point, si vous voulez, évoquons cette longue durée de l'hostilité à l'Europe. Et comme je le disais, on peut identifier un certain nombre de traditions dans une perspective un peu à la René Raymond, si vous voulez, qui situait droit à droite. Je situerai ici 3 traditions d'anti-européisme. En effet, si depuis 1950, c'est-à-dire depuis la construction européenne concrète, il y a une permanence et une diversité des attaques, c'est en s'inspirant de 3 matrices idéologiques de départ qui se constituent dès le début du XXe siècle, et même, parfois même, un petit peu avant. Et l'Europe, je voudrais ici le rappeler, c'est d'abord un combat, l'Europe, entre guillemets, c'est-à-dire le projet fédéral, les modes de politique, etc., c'est d'abord un combat d'idées. Un combat d'idées. Et les idées anti-européennes sont à cet égard contemporaines des premières grandes réflexions, disons sérieuses, sur l'unité européenne plus ou moins fédéralisée telle qu'elle apparaît fin 19e, début 20e siècle, autour par exemple du fameux congrès de l'École libre des sciences politiques de Paris en juin 1900. Et donc, autour de 1900, donc, on va s'opposer à ces projets naissants d'unité européenne au nom de 3 paradigmes jugés plus essentiels, bien sûr, ou plus salvateurs au nom de leurs promoteurs, c'est-à-dire le paradigme national, c'est-à-dire le paradigme internationaliste, et c'est aussi le paradigme que j'appellerais mondialiste. Alors que l'on peut identifier d'ailleurs tout de suite à travers 3 auteurs, il y en a un certain nombre, beaucoup d'ailleurs, mais on peut situer tout de suite 3 auteurs. Le paradigme de la nation, c'est bien sûr Charles Maurras, qui l'exprime de la façon la plus évidente en ce début du XXe siècle, et notamment un certain nombre de pages de son ouvrage « Kiel et Tanger » en 1910, qui est Réflexion sur la politique internationale de la France. C'est bien sûr le fameux texte de Lénine en 1915 sur le mot d'ordre des États-Unis d'Europe, qui va constituer la référence de toute l'extrême gauche communiste au XXe siècle. Et c'est aussi alors la dimension moins connue de ces matrices oppositionnelles, c'est la dimension mondialiste, c'est-à-dire en gros l'unité européenne est inutile, voire même néfaste à la seule unification qui compte, c'est-à-dire celle du monde. Et on peut évoquer ici Herbert George Wells, l'écrivain britannique qui n'est pas seulement un auteur de science-fiction, mais qui a beaucoup investi le champ de la réflexion politique au début du XXe siècle, et son livre « La paix du monde » en 1915, l'année du texte de Lénine. Et donc ici, on a d'un côté l'idée européenne qui mutile la souveraineté nationale, deuxièmement
l'Europe unie, le thème des États-Unis d'Europe, qui est tout simplement l'instrument du grand capital et de l'impérialisme. Et troisième attaque, l'unité européenne fragmente l'État mondial futur et fragmente aussi, puisque se rallient à cette idée mondialiste, les tenants du libéralisme globalitaire du moment, de la Free Trade League notamment, au début du XXe siècle, qui considèrent qu'un marché européen uni fragmenterait le seul marché décisif, c'est-à-dire le marché mondial. Alors tout cela se cristallise autour de 1930 de façon plus aiguë d'ailleurs, plus acérée. Pourquoi 1930 ? Puisque c'est l'énonciation du fameux projet d'Aristide Briand de fédération, d'union fédérale européenne, le fameux discours de 1929 et le mémorandum du gouvernement français de 1930, qui va cristalliser là toute une série d'oppositions sur ces trois axes, si vous voulez, la référence à la nation, la référence à l'international et la référence, bien sûr, au monde. Et on voit par exemple la presse soviétique se mobiliser contre ce plan. On voit toutes les formes de nationalisme européen et fasciste se mobiliser aussi. Même Hitler se fend lui-même d'un texte sur justement cette impossibilité de l'Union fédérale européenne. Et nous avons un texte intéressant, dès 1928 d'ailleurs, de Ludwig von Mises, l'un des tenants de l'école autrichienne d'économie politique, qui va violemment attaquer donc l'idée de marché européen, de marché économique européen, au nom effectivement de la globalité des échanges. Je vous rappelle que les années en gros 24-30, c'est-à-dire après la sortie de guerre et avant les effets de la crise de 29, nous avons ce que les historiens de l'économie appellent une petite période de mondialisation. Une petite période de mondialisation qui reprend en fait les processus d'internationalisation des échanges qui existaient avant 1914 et fin 19e siècle. C'est dans ce contexte de petite mondialisation que justement un certain nombre d'économistes libéraux considèrent que construire une zone économique préférentielle en Europe, c'est tout à fait contraire à la doxa libérale. Donc on a là, autour de 1930, une convergence très très claire qui prend pour cible le projet Briand. Et donc à partir de là, il y a, à mon avis, des héritages, des généalogies et une certaine rémanence des thèmes, avec des images, des mythes qui se perpétuent. J'étais frappé par exemple que dans l'univers de référence nationaliste, et en France, mais aussi au Royaume-Uni, l'image du Saint-Empire, par exemple, qui est attachée pour dénoncer le projet européen comme un projet impérial qui se ferait au service de l'Allemagne, par exemple. C'est quelque chose qui arrive jusqu'à nous. La thématique du Saint-Empire a été reprise dans un titre du Monde diplomatique il y a un an. L'Europe des financiers, nous connaissons cette accusation qui remonte en fait à certains textes de Rosa Luxembourg dès le début du XXe siècle, et le thème du super-État européen, bien sûr, qui fragmenterait l'État mondial libertaire. Alors nous retrouverons donc ces matrices, ne non pas faire bien sûr l'histoire factuelle de ces résistances à la construction européenne concrète à partir de 1950. Je rappelle quand même quelques moments forts de ces résistances qui étaient souvent un petit peu euphémisées ou un petit peu mis entre parenthèses, puisqu'on retenait souvent, et l'histoire de la construction européenne, bien sûr, la crise de la CED, la Communauté européenne de défense en 1952-54, mais on oublie qu'autour de 1956-57, des oppositions en France notamment très vives se sont érigées contre le projet de marché commun, avec tout un débat qui parfois débordait l'enceinte parlementaire pour se situer dans la société. Il y a aussi la période des années 70, qu'on a souvent oublié, entre 72 et 79, les clivages sur la question de l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun, avec un débat important au Royaume-Uni, mais aussi en France. Et c'est aussi alors des anathèmes qu'on a peu oubliés,
autour de la question de l'élection du Parlement européen au suffrage universel, hein, une instance supranationale qui faisait évidemment frémir et à gauche et à droite. Et nous connaissons ici le fameux discours de Jacques Chirac, l'appel de Cochin de décembre 1978, qui est évidemment en liaison avec cet enjeu. C'est bien sûr autour de Maastricht en 1992, ce sont les élections européennes, surtout à partir de 1999, c'est bien sûr le débat autour du projet de 2005. Alors, c'est ce qui explique que des libéraux, par exemple, ont condamné la CECA et le marché institutionnel de 1957, ce qui explique que l'extrême gauche a souvent vomi la construction européenne abominablement libérale et capitaliste, ce qui explique que un certain nombre de nationalistes, dans l'essentiel de l'arc-en-ciel, ont opposé à cette construction européenne ce qu'ils appelaient les exceptions nationales, et enfin l'extrême droite qui a toujours dénoncé avec constance le cosmopolitisme de Monnet et de ses héritiers. Alors cela, je le rappelle, au moment où l'Europe est un enjeu dans un double contexte auquel il faut bien sûr être tout à fait attaché. C'est le contexte de la guerre froide qui nourrit des peurs et des fantasmes, mais c'est aussi le contexte de la modernisation, des Trente Glorieuses, qui, comme tout processus de modernisation, génère des gagnants et des perdants. Hein. Donc ça, c'est un premier aspect, l'Europe comme enjeu durant cette période. Et puis, un deuxième aspect, c'est l'Europe comme ressource aussi politique. Et quand je dis l'Europe, c'est-à-dire la politique européenne, le projet d'unité européenne, l'intégration européenne sous toutes ses formes, qui est une ressource politique pour les partis, mais aussi pour les groupes d'intérêt. C'est-à-dire qu'ici, il y a une ressource pour, par exemple, chez certains partis politiques, se démarquer pour éviter la dilution dans un consensus mou sur l'Europe. C'est effectivement, pendant quelques années, le SPD allemand au début des années 50 qui veut se démarquer ainsi de la CDU autour de son projet européen. C'est bien sûr le cas des gaullistes en France qui veulent ainsi, par la ressource politique de l'Europe, en manifestant leur souverainisme assez tôt, même si le mot n'existe pas encore, se démarquer de la droite libérale ou de la démocratie chrétienne. C'est aussi pour les partis politiques une ressource pour se repositionner à un moment donné, pour marquer sa rigueur ou sa rectitude idéologique. C'est le cas emblématique du Parti socialiste dans les années 1970, après l'union de la gauche, où le Parti socialiste, évidemment, ne peut plus rester sur les positions européistes de la SFIO précédente, du fait justement de cette union de la gauche avec le Parti communiste. Et aussi, pour troisième forme pour de ressources pour les partis politiques, c'est se mettre par l'attaque directe contre les plans d'intégration européenne, mieux s'isoler du système, entre guillemets. C'est bien sûr la politique du Parti communiste, depuis le début des années 50, fidèle avec la fidélité bien sûr au texte de Lénine qui est toujours pieusement référencé encore dans les années 60 et 70. Mais aussi pour les groupes d'intérêt. Pour les groupes d'intérêt, manier la thématique européenne ou de dénonciation de l'Europe, du marché commun, de la politique agricole commune, de la politique industrielle, du libre-échange, que sais-je encore, pour les groupes d'intérêt, c'est aussi une ressource pour nourrir les stratégies internes, la concurrence interne, pour la lutte, dans le cadre d'une lutte pour la représentation légitime des intérêts à l'intérieur de tel ou tel groupe. C'est tout à fait emblématique dans le cas de la profession agricole, notamment en France, où les opposants à la ligne majoritaire du syndicat agricole, c'est-à-dire la FNSEA et le Centre des jeunes agriculteurs, qui sont très européistes pour des raisons d'intérêt bien compris, puisqu'il s'agit de produire toujours plus et pour d'exporter toujours plus dans le cadre européen, eh bien nous avons une ligne oppositionnelle, qu'il s'agisse bien sûr des syndicats
d'obédience communiste, mais aussi à partir de 1970 des paysans travailleurs, de ce qui va devenir la Confédération paysanne plus tard. Hein. De la même façon, au sein du patronat, hein, c'est intéressant à voir, on a souvent l'image que l'Europe, c'est l'Europe des affaires, hein, elle est instrumentalisée par le capital, etc. Pas du tout. Hein, les débats sont importants, les luttes sont importantes à l'intérieur du patronat, en France, mais aussi en Allemagne. Hein, il y a un patronat plus européiste qu'un autre, hein, et donc il y a des luttes internes qui sont assez vives. Donc nous avons bien sûr là la perpétuation des thématiques issues de ces matrices idéologiques, hein, dénoncer l'Europe au nom du national, la dénoncer au nom des classes ou de l'hostilité au capitalisme libéral, et aussi au nom de la mondialisation des échanges. Alors à partir de là, nous assistons, et ce serait le deuxième point sur lequel je voudrais insister, nous assistons à l'émergence d'un nouveau clivage. Et c'est ce qui est intéressant pour les historiens comme pour les politistes. Et ici, ce ne sera plus une perspective raymondienne, mais une perspective un peu rocanienne, si vous voulez, en référence à Sten-Rocan et à la mémoire des clivages, hein, qui structurent les vies politiques du XXe siècle. Hein. Alors, je ferai ici un rappel, c'est que ce clivage, en gros européen, anti-européen, hein, qui est réactivé aujourd'hui, nous avons vu dans quel contexte, ce clivage était demandé au départ par les promoteurs de l'unité européenne. Et ici, je ferai référence à trois auteurs, à des moments différents, qui ont voulu structurer le futur espace politique à partir de ce clivage. C'est le cas de Richard Kodenov-Kalergi, au début des années 1920, hein, l'un des grands promoteurs de l'idée fédérale européenne, avec son livre Pan-Europe, hein, de 1923. Et bien dans Pan-Europe, hein, le début du premier chapitre, c'est ça, désormais, hein, le monde va s'organiser entre Européens et anti-Européens, droite-gauche, conservateurs, travaillistes, tout ça ne veut plus rien dire, il y a une nouvelle ligne de clivage. Nous retrouvons la même promotion du clivage une vingtaine d'années plus tard, dans un autre grand texte d'importance de l'histoire de l'idée européenne, qui est bien sûr le fameux manifeste d'Altiero Spinelli, hein, le européiste italien qui fut l'un des fondateurs du Parti communiste, hein, italien, puis qui en a été exclu, qui a été mis en prison par le fascisme et détenu dans l'île de Ventotene, dans le sud de l'Italie, et c'est dans le cadre de cet emprisonnement, cette résidence, cette assignation à résidence dans l'île de Ventotene, qu'en 1941, il écrit ce fameux manifeste, qui est un manifeste de réflexion sur la future fédération européenne. Et Spinelli dit, ben voilà, le nouveau clivage de l'après-guerre, ce sera celui-là, ce sera celui, désormais, le progressisme, ce sera l'européisme, et face au nationalisme. Et puis, nous avons un troisième référence, hein, pour montrer que là aussi, elle joue encore, c'est en 1958, hein, en janvier 1958, un texte dont nous redirons un mot dans quelques minutes, c'est Jacques Rueff, hein, un économiste libéral que vous connaissez, et qui, dans un article tout à fait fondamental de la revue d'économie politique en janvier 1958, c'est une réflexion sur le marché commun qui s'instaure, là, qui est opératoire depuis le 1er janvier, et qu'il appelle d'ailleurs le marché institutionnel. Et désormais, il nous dit que eh bien, les vies politiques vont se restructurer d'une autre façon. Hein. Il y aura, au nom de la défense ou de la dénonciation du marché institutionnel, une opposition entre ce qu'il appelle la civilisation de marché et la civilisation totalitaire. Et c'est là qu'effectivement que la connexion va se faire de plus en plus, tu le sais bien, entre antitotalitarisme et européisme. Donc je dirais, ce clivage, il est appelé, hein, depuis 1923, hein, depuis Koudénov-Kalergi. Hein. Donc, en se positionnant ainsi contre les anti-européens, qui vont se situer surtout aux extrêmes, le parti de l'Europe, entre guillemets, peut apparaître et veut apparaître comme un tiers parti. Hein, la notion de tiers parti apparaît souvent
dans cette littérature. Un tiers parti qui ne serait ni très à droite, ni très à gauche, qui serait plutôt au centre, ou ni à droite, ni à gauche, dans une perspective de troisième voie, hein, qui rassemblerait le meilleur, si vous voulez, des hommes de droite et de gauche dans cette perspective européenne. Et là, justement, j'en viens à ce texte que je trouve exceptionnel, de janvier 1958, de Jacques Rueff. Et donc, je vais vous citer juste un paragraphe où bien vous situez cette idée, hein, donc, de nouvelles structurations et de nouveaux clivages qui, aux yeux de Rueff et des promoteurs du marché commun, doit désormais organiser la vie politique occidentale et française aussi. Alors, il ne parle pas de marché commun, il parle de marché institutionnel. Ce qui est intéressant, c'est pour montrer la différence qu'il y a entre le marché de la communauté économique européenne et une simple zone de libre-échange. Ici, il s'agit d'un marché encadré par des institutions, par une sorte d'état de droit économique. Alors voilà le passage que je trouve tout à fait, et qui est évidemment d'une actualité importante. Le marché institutionnel, nous dit-il, hein, doit ainsi rassembler les parties que préoccupe avant tout la liberté de la personne humaine, et ceux qui, tout en refusant la contrainte des volontés individuelles, veulent dans la répartition moins d'inégalité et plus de justice. Libéraux et socialistes sont voués également, s'ils veulent atteindre leur fin, aux disciplines du marché institutionnel. Assurément, des nuances importantes les distingueront. Les uns voudront plus de liberté, les autres plus de satisfaction éthique ou sociale, mais leurs revendications s'exerceront dans le cadre d'une même structure, celle qu'établit le marché institutionnel. Le marché institutionnel remet à leur place les querelles qui séparent libéraux et socialistes. Il appelle entre eux, et sans reniement, des principes qui les inspirent, transactions et compromis. Un peu mieux, effectivement, énoncer ce nouveau clivage. Et en même temps, cet européisme, si vous voulez, implique la tendance à la polarisation des critiques, inévitablement, hein, puisque on voit très bien qu'ici, l'européisme est conçu comme une sorte de convergence au centre des libéraux et des socialistes qui évoluent dans le cadre du marché institutionnel, en repoussant donc aux extrêmes les critiques du marché institutionnel. C'est un peu le même cas en Allemagne fédérale. Alors, si le clivage est amené à s'approfondir, là nous sommes en 58, hein, si le clivage est amené à s'approfondir, c'est en raison de trois zones de conflit, hein, que traverse l'Europe en permanence depuis le début des années 50. Première zone de conflit, c'est le conflit national, supranational, bien sûr, c'est celui qu'on retient généralement le plus. La deuxième zone de conflit, c'est le conflit démocratie-technocratie. Et la troisième zone de conflit que traverse l'Europe, c'est le conflit social-libéral. Donc ce sont les trois zones de conflit qui organisent, qui nourrissent le clivage, si vous voulez, en permanence. Et l'Europe se situe bien sûr sur l'une des faces de ces zones, de ces clivages. Et donc c'est un clivage transversal. Un clivage transversal, et c'est là l'intérêt de l'étude des enjeux européens, c'est surtout pour les politistes et les historiens du politique, c'est effectivement cet avènement d'un clivage transversal, et non plus vertical de droite et gauche, mais transversal à l'intérieur de quasiment tous les partis, sauf peut-être bien sûr le Parti communiste ou l'extrême droite. Alors, à certains moments, on voit ce clivage transversal unifier les oppositions. Alors, c'est le cas, bien sûr, très emblématique de la crise de la communauté européenne de défense en France en 1952-54. Ici, j'ai sous les yeux un article paru dans La Vie intellectuelle en avril 1953, titré Offensive générale contre l'idée européenne, et donc où l'on dit l'armée européenne
est ainsi devenu le grand bouc émissaire de toutes les tendances anti-européennes, qu'elles soient communistes, neutralistes, progressistes, capitalistes, réactionnaires ou maurassiennes. Vous avez là tout un arc-en-ciel d'opposition en 1953, pour évidemment des raisons très diverses. Les maurassiens et les communistes ont évidemment des intérêts différents, mais ici, bien sûr, vous connaissez le rôle d'un bouc émissaire. Alors, nous trouvons aussi cette unification des oppositions grâce à un clivage transversal dans le cas du Royaume-Uni. Et donc, je vais développer un petit peu, si vous voulez, cet exemple qui est lié aussi à une actualité, à celle du Brexit depuis 2 ans, et que nous allons illustrer, bien sûr, avec quelque chose. Alors, il s'agit d'un moment tout à fait intéressant pour comprendre, d'ailleurs, les débats internes au Royaume-Uni liés au Brexit, à la question du Brexit, et c'est la période 1970-75. 70-75, pourquoi ? Parce que l'Angleterre revient dans les négociations pour entrer dans le marché commun à partir de 1970, après la période gaullienne où De Gaulle avait mis son veto, rappelez-vous, à l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Et donc ce sont les entretiens, surtout Pompidou, le gouvernement conservateur britannique et Pompidou, qui vont conduire à l'adhésion au 1er janvier 1973 du Royaume-Uni. Mais ce qui est intéressant, c'est le débat qui va surgir au Royaume-Uni entre 70 et 73, puis ensuite entre 73 et 75. Pourquoi ? Parce que le Parti travailliste britannique avait promis, si nous revenons au pouvoir, nous organiserons un référendum sur la question de rester ou pas dans le marché commun. Il se trouve qu'en 74, les travaillistes reviennent au pouvoir, donc ils organisent le référendum en 1975. Et c'est un référendum qui va polariser effectivement les oppositions avec des débats tout à fait intéressants en 1975 et qui verra le oui là l'emporter par 67% des voix en avril 1975. Mais revenons au débat, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement la fonction de ce clivage transversal où l'on va voir des députés travaillistes voter avec les conservateurs qui sont favorables, qui vont promouvoir l'entrée dans la communauté économique européenne, et inversement, des conservateurs faire l'inverse. On verra même un conservateur appelé à voter pour un travailliste. Donc nous avons là alors ce qui est intéressant, c'est au niveau bien sûr des argumentaires. Alors comment tu... Oui, avant de passer en Angleterre, oui, c'est sur l'époque de la crise de la CEDE en France, j'aime bien cette affiche du Parti communiste, puisque nous voyons la convergence, donc dans l'opposition à la Communauté européenne de défense, à l'opposition à l'Europe, les deux thématiques, c'est-à-dire l'attaque contre une Europe qui serait l'instrument des monopoles, des profits capitalistes, etc., et en même temps l'attaque de la souveraineté nationale, à une époque où le Parti communiste, en 1952-54, est encore évidemment le parti des fusillés, auréolé de sa résistance, etc., et où il développe un discours national, jacobin, et nous voyons ici le Parti communiste comme parti de la classe ouvrière, donc la référence internationaliste, mais aussi du peuple et de la nation. C'est-à-dire que là, nous avons la convergence des deux thématiques anti-européennes au nom, effectivement, du conflit national, supranational, et aussi, bien sûr, anti-libéralisme. C'est intéressant de voir, c'est toujours une affiche du Parti communiste, la CED est considérée, on l'a vu tout à l'heure, par ses promoteurs comme effectivement la guerre appartiendra au passé avec la communauté européenne de défense. Oui, le Parti communiste, la guerre appartient à l'avenir, si vous voulez, et l'on voit effectivement une femme portant son enfant mort dans un décor de ruines. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement, dans le cas britannique, cette unification des oppositions à travers le bouc émissaire européen,
Get Britain Out. Donc c'est une caricature qui est parue dans l'Evening Standard donc le 24 mars 1975 et qui justement ironise sur tous ceux qui sont partisans de la sortie du Royaume-Uni où nous voyons une union de l'extrême gauche, de l'extrême droite, avec le National Front, le personnage portant le brassard à croix gammée, et aussi toutes les formes de nationalisme, les nationalistes écossais, les nationalistes gallois, les nationalistes de l'Ulster à travers l'ordre d'Orange, et bien sûr les nationalistes irlandais catholiques. Donc nous avons cette unification donc des oppositions, et sur le thème qui est intéressant puisqu'il va être repris en 2015-2016, Out and into the world, c'est-à-dire dehors de l'Europe pour rentrer dans le monde. Et là nous avons une thématique qui va justement unifier les différentes oppositions. Pour rentrer dans le monde, mais dans quel monde? Alors ici, la valorisation, c'est l'idée d'une... dans la droite du Parti conservatrice qui va se tenir autour de ce thème-là, c'est rentrer dans le monde du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est-à-dire la vision néo-impériale, en fait, d'une Angleterre mondialisée, qui réalise ses échanges dans le cadre mondial et qui ne se restreint pas à la petite Europe, et qui par ailleurs peut déployer sa puissance dans le cadre de l'ancien empire britannique et dans ce Commonwealth. Un Commonwealth bien sûr blanc, pour les tenants de cette comment tu augmentes? Oui. Non. Pour les tenants de voilà, c'est bon. Les tenants de cette ligne, et ici nous avons bien sûr l'un des chefs de file de la sortie, qui est le député conservateur Enoch Powell, qui est l'un des très grands critiques de Heath et qui amène la fraction conservatrice du parti contre l'idée européenne. Et ici, donc, l'idée, c'est que une Union européenne, une communauté européenne qui deviendrait progressivement une fédération, serait évidemment une Europe ouverte, trop ouverte sur les peuples de couleur, et donc nous connaissons évidemment le discours célèbre d'Enoch Powell qu'il énonce à ce moment-là, le fameux discours des fleuves de sang, dit des fleuves de sang, qui voit effectivement une immigration incontrôlée changer le visage de l'Angleterre. Alors je rappelle la figure d'Enoch Powell parce qu'il a été évidemment réactualisé, ces thématiques ont été réactualisées il y a quelques années. Autre axe, c'est l'axe de l'opposition de gauche à l'intérieur du Parti travailliste, c'est-à-dire la fraction la plus à gauche du Parti travailliste, la plus hostile à l'Europe du Parti travailliste, qui est notamment amenée par la députée, qui a d'ailleurs dirigé le Parti travailliste, celle qui se trouve à gauche de la photo, Barbara Castle. Barbara Castle, qui est à ce moment-là, en 1975, secrétaire d'État à la santé, qui est par ailleurs une des grandes féministes au Royaume-Uni, qui a fait passer d'ailleurs une loi sur l'égalité de salaire à compétences égales entre hommes et femmes, et qui est une violente oppositionnelle à l'Europe sur un thème, c'est que l'Europe libérale, l'Europe de la concurrence, aura inévitablement pour conséquence des effets négatifs sur la consommation populaire, sur le niveau des prix, et ici on compare les prix à Londres et à Bruxelles des différents produits de base, si vous voulez, à ce moment-là. Alors c'est l'idée que l'Europe libérale va anéantir, déliter le welfare, l'État-providence bâti au sortir de la guerre par les travaillistes britanniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, nous retrouvons ici Barbara Castle,
à côté de qui? À côté d'Enoch Powell, à la même table, sur la thématique Get Britain Out, pour rentrer dans le monde. Et tout à fait à droite de la photo, c'est Michael Foot, le leader du parti travailliste. Nous avons là toute la brochette de l'anti-Europe de 1975. Alors c'est intéressant de voir une Margaret Thatcher militer au contraire dans le camp adverse, c'est-à-dire oui à l'Europe, non à la sortie de l'Europe, et on l'en voit entouré de quelques militants BCBG du Parti conservateur, célébrer l'Europe, mais attention, pas n'importe quelle Europe, elle porte un pull vert aux couleurs des différents drapeaux. C'est bien sûr une Europe des nations, hein, c'est une Europe de la coopération intergouvernementale qui est en fait promue à ce moment-là par évidemment ceux qu'on appelle les conservateurs réalistes et dont veut faire partie. Alors c'est intéressant cette photo parce qu'elle apparaît en pro-européenne, etc., alors que une quinzaine d'années plus tard, dans un célèbre discours en 1988, le fameux discours de Bruges, où elle va attaquer sévèrement la Commission de l'or, l'intégration européenne, le fédéralisme rampant, etc., ce discours de Bruges va être à l'origine d'un think tank de réflexion, d'abord à l'intérieur du Parti conservateur, le Bruges Group, justement, fortement eurosceptique, et le Bruges Group va donner naissance à l'UKIP en 1993. Hein. Donc on voit, c'est intéressant, le thatcherisme, évidemment, peut être utilisé à toutes les sauces. Alors, ces clivages, je dirais, hein, sont redimensionnés par les effets de la globalisation, hein, indiscutablement à partir des années 1990. Et sans exagérer outre mesure la rupture, évidemment, des années 90, il faut quand même voir une inflexion hein, dans le discours anti-européen. Pourquoi? Parce que la globalisation a trois dimensions, comme vous le savez. Elle a une dimension économique, et c'est bien sûr le libéralisme globalisé avec la mise en concurrence généralisée. C'est aussi une dimension politique, c'est la valorisation du multilatéralisme sous toutes ses formes et bien sûr l'inévitable retraite de l'État, pour reprendre le titre du livre de Susan Strange. Et c'est aussi une dimension culturelle, hein, avec les flux migratoires plus importants, le multiculturalisme qui génère des formes d'insécurité culturelle. Or, vous l'observez vous-même, l'Union européenne se trouve sur chaque versant, si vous voulez, de ces dimensions de la globalisation. Sur le versant économique, évidemment, avec le marché unique, sur le versant politique, bien sûr, avec l'accélération de l'intégration européenne à partir des années 90, et sur le versant culturel, avec, évidemment, ces valeurs dites cosmopolitiques. Donc, un clivage qui devient, pour reprendre les formules du politologue allemand Hans-Peter Krisi, le clivage intégration-démarcation. Intégration, c'est-à-dire ceux qui sont les bénéficiaires, en gros, de toutes ces ouvertures générées par la globalisation, et démarcation, au contraire, ceux qui se démarquent, qui sont démarqués par l'évolution du monde, c'est-à-dire toutes les anciennes catégories sociales qui jusque-là étaient protégées, hein, protégées notamment par les frontières. Hein. Et puis, autre illustration de ce clivage, de post-matérialiste, hein, évidemment, c'est le clivage énoncé par David Goodhart entre ceux de n'importe où et ceux de quelque part, entre les élites cosmopolites et les gens nationaux. Hein. Alors, ce qui nous amène, et je termine là-dessus, ce qui nous amène à évoquer le conflit sur les stratégies démocratiques. Hein. Les stratégies démocratiques, dans une perspective ici un peu aronienne, si vous voulez, après Raymond Aron et Sten Rockhahn, c'est-à-dire l'Europe comme révélateur hein, des enjeux démocratiques, des stratégies démocratiques possibles. Alors, ce qui est peut-être nouveau, je crois, depuis 2005, et vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec cela, c'est qu'on est passé de la critique du déficit démocratique, fameuse expression qui remonte aux années 70, de la critique du déficit démocratique de l'Union européenne à l'idée d'une démocratisation impossible, parce que dans le code génétique de l'Europe, la démocratie n'existe pas. Je crois que là, il y a une mutation qualitative de la critique
et je pense qu'elle est assez récente. Alors nous connaissons les axes de cette critique, bien sûr, c'est que l'Union européenne qui privilégierait les groupes, la société civile, dans une perspective de gouvernance, eh bien incarnerait une post-démocratie, opérant une rupture avec le cycle historique de la nation souveraine qui serait le cadre de réalisation de la démocratie. Et ici, nous retrouvons donc à des degrés du vert un argumentaire chez Pierre Manant, Marcel Gaucher, Jacques Sapir, Paul Thibault, entre autres, etc., avec évidemment quelques variantes. Alors, dans ce cadre, le populisme, entre guillemets, anti-européen, serait une manifestation de ces majorités menacées, et une forme d'exigence démocratique particulière, et c'est un point sur lequel insiste Ivan Krastev, que j'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'ici, l'exigence démocratique, parce que tous ces partis ont un discours d'ordre démocratique, l'exigence démocratique se réduit à un appel à défendre sa communauté politique, sa propre communauté politique, et donc à privilégier l'exclusion et non l'inclusion. Et donc nous avons là une mutation là qualitative importante. Et effectivement, c'est quelque chose qui a rendu beaucoup plus visible avec la crise migratoire de ces dernières années, depuis 2014, où on assiste à la contradiction finalement du libéralisme entre d'un côté la valorisation des droits de l'homme universels, et donc d'une Union européenne qui serait un espace d'accueil, de solidarité démocratique, et puis les droits du citoyen, qui sont effectivement des droits attachés à des sociétés propres, des sociétés historiques, et des sociétés qui peuvent être inégalement prospères, comme en Europe, effectivement, entre l'Europe de l'Est, par exemple, et l'Europe de l'Ouest. Et donc, lié à cela, c'est la question de la double démocratie qui est évoquée, vous le savez, démocratie, respect des traités, ou démocratie, respect du verdict des souverainetés populaires. Alors, cette accusation de démocratie non majoritaire, puisque le populisme incarnerait les majorités menacées, face aux décisions d'une démocratie non majoritaire qui serait l'Union européenne, puisque beaucoup de ces instances sont non élues, et où la seule instance élue a trop peu de pouvoir. Donc cela nous pousse à revenir, et là je termine vraiment là-dessus, cela nous pousse à revenir, je crois, sur la philosophie originelle de la construction européenne, et qui était perceptible dans le texte de Jacques Rueff que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire les conceptions démocratiques des fondateurs de 1950. Et c'est vrai que j'ai été amené à privilégier cet axe au croisement de tous mes travaux, effectivement, sur la sociogenèse de la théorie du totalitarisme et de l'idée européenne. La démocratie non majoritaire est parfaitement assumée par les hommes de 1950, par les hommes des années 1950, c'est-à-dire par les hommes d'une génération qui a connu la crise de la démocratie des années 1930, une génération qui conçoit la construction institutionnelle naissante dans une perspective clairement antitotalitaire. Et d'ailleurs, la terminologie de l'époque, au début des années 50, on parle de démocratie totalitaire, c'est-à-dire la démocratie majoritaire accoucherait potentiellement d'une démocratie totalitaire. La peur de la tyrannie de la majorité, qui appartient bien sûr à la tradition du constitutionnalisme libéral depuis Benjamin Constant, Tocqueville, etc., et qui a son point d'aboutissement dans l'antitotalitarisme libéral des années 30 et du début des années 50. Et donc il y a chez ces pères fondateurs, les Monnet, pas seulement lui, l'idée qu'il peut y avoir une légitimité démocratique sans volonté populaire. Dans un système où la légitimité dépend de la capacité du système politique de neutraliser le pouvoir de la majorité en le diffusant à travers l'espace politique.
Et donc, l'étude du contexte antitotalitaire de la naissance du projet européen, qui a donc ses effets jusqu'à aujourd'hui, renforce, à mes yeux, et là encore, vous discuterez cela, renforce à mes yeux l'interprétation néo-madisonienne qui est faite de l'Union européenne par un certain nombre de chercheurs, dont Jan Zielonka, le politologue polonais, mais aussi Andrew Moravcsik, le politologue américain, ou encore Giandomenico Maione, l'homme de l'État régulateur. Donc voilà, excusez-moi, j'étais un peu vite, j'ai un peu mélangé les photos, mais voilà, vous pouvez... j'arrête ici. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Et donc, d'avoir tenu le délai. Alors, on va librement poser des questions. Qui veut démarrer? Ou je lance et vous continuez, les uns les autres. Je voudrais te poser une question quand même presque immédiate en t'écoutant sur la question de la catégorisation des différentes formes d'opposition ou de résistance. On voit bien qu'il existe différents mots pour pouvoir en parler. On a forgé, tu le dis dans le livre, le mot eurosceptique. Au fond, c'est une création de journalistes anglais dans le début des années 80, qui est finalement reprise. On a vu ensuite europhobe, on a vu populiste, sur lesquels il y a eu énormément de débats, et c'est une notion assez flottante, même si on a le travail maintenant d'Anne Werner Müller qui a mis un peu de clarté. Alors, par rapport à ça, quel est le vocable que toi tu privilégierais pour aborder les différentes sensibilités de l'opposition à l'Europe? Alors, le terme d'anti-européen, je crois, devrait en fait être banni d'une certaine façon, parce que être anti-européen, c'est être rétif et hostile, profondément hostile, à l'idée même d'unité européenne. Or, personne n'est totalement hostile à une forme d'Europe. D'ailleurs, les partis dits populistes, voire même les plus extrêmes, parlent tous d'une autre Europe, de construire une autre Europe. Donc tout le monde est favorable à une certaine Europe. Donc anti-européen, Maurras l'était, voilà. Mais des Maurrassiens aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, si vous voulez. Et l'idée de la France seule, ou du Danemark seul, ou de la Pologne seule, non. Donc anti-européen serait inexact, si vous voulez, dans la perspective. On était anti-européen en 1930, on ne l'est plus aujourd'hui. Alors, le terme d'eurosceptique, comme tu l'as dit, est un terme qui souvent est refusé par un certain nombre de sociologues, de politologues, parce que, étant trop massivement employé dans l'univers médiatique, souvent à des fins de stigmatisation ou avec un effet péjoratif, il y aurait un biais, si vous voulez, et donc il susciterait un jugement de valeur quand vous l'énoncez. Donc certains se refuse, si vous voulez, ou alors il le clarifie en parlant d'euroscepticisme hard, dur, ou d'euroscepticisme soft. Le hard, ça se rapprocherait de l'europhobie, c'est-à-dire celui qui refuse l'Union européenne en tant que telle, dans ses fondements, dans ses valeurs, etc. Et l'euroscepticisme soft, c'est celui qui refuse une politique européenne, par exemple, mais pas tout l'édifice institutionnel. Donc on peut le différencier de cette façon. Je suis plus favorable à la différenciation que fait la politologue Cécile Lecomte, que j'aime beaucoup sa différenciation, où elle garde le terme d'euroscepticisme, parce que c'est une notion qui est trop présente dans notre univers, on ne peut pas comme ça la bannir, donc il faut la réutiliser, mais en la précisant à chaque fois, et elle fait la part entre un euroscepticisme qu'elle appelle utilitariste, c'est-à-dire on s'oppose à l'Europe parce que l'Europe n'apporte plus les bénéfices escomptés tels qu'avait pu la promettre l'Union européenne ou la politique de l'euro. J'étais favorable à l'Europe tant que l'Europe était favorable à ma nation, à mon groupe socio-professionnel ou à moi-même. À partir du moment où l'Europe ne remplit pas ses promesses, et je vous rappelle que le discours européiste a toujours été fondé sur des promesses de croissance, notamment, de libéralisation, de croissance, et donc à partir de là, il y a une critique de cet ordre-là, qui est une critique d'ordre pragmatique, si vous voulez, en termes de bénéfices. Et puis alors l'euroscepticisme politique, qui lui se trouve dans la continuité du refus, de la critique du politique tel qu'on le trouve dans les espaces nationaux, c'est-à-dire refus des partis, des élites, en gros, du système, si vous voulez, et qui, lui,
se cale sur la notion de déficit démocratique de l'Union européenne, sur les lignes que j'évoquais tout à l'heure, critique de la post-démocratie, de l'éloignement de Bruxelles, des élites, de la faible incarnation, etc. Et puis troisième variante, troisième facette de l'euroscepticisme, c'est la critique d'ordre identitaire. D'ordre identitaire, c'est-à-dire selon deux axes. Un, l'Union européenne ou l'Europe détruit la communauté nationale ou participe à son délitement, etc. Et donc, et deuxième axe, l'Europe n'a pas réussi à construire une identité attractive. N'a pas réussi à une identité attractive à laquelle je puisse m'identifier, dans la mesure où elle n'a pas de frontières, où ses frontières sont poreuses, où elle accueille tout le monde, où le multiculturalisme fait la loi, etc., etc. Donc je trouve intéressantes ces trois facettes, en différenciant à chaque fois des facettes qui peuvent se superposer chez le même individu ou chez le même groupe, mais pas toujours. Donc, alors, moi, je suis partisan d'employer ce terme, mais en spécifiant le degré, effectivement, et la cible aussi, bien sûr.